rencontre le président international de la Société Saint-Vincent de Paul, Amine de Tarazi. Monsieur Tarazi, je dois dire que votre nom est un peu exceptionnel. Non pas le de Tarazi que l'on peut toujours comprendre, mais le Amine. Vous êtes quoi, arabe qu'est-ce que c'est que cet Amine tout à coup? Je suis franco-libanais et j'ai pour prénom Amine et Jean. Mon nom de baptême étant Jean. Amine est mon prénom usuel que mes parents ont aimé parce qu'il signifie à la fois Amen, le fiat, l'adhésion à la volonté du Père, et aussi, par extension, fidèle. Et je pense que c'est un nom qui engage à une fidélité à tout ce qui fait la vie. C'est avant tout, bien sûr, à ses parents, à ses amis, mais aussi à sa vocation, à tout ce que la vie peut nous donner de beau et de bon. Il faut y être fidèle. Vous êtes actuellement donc le président international de la Société Saint-Vincent de Paul. Je me demandais comment on devient président international de la Société Saint-Vincent de Paul. Non pas que j'ai envie de prendre votre place, mais comment ça s'est passé pour vous? Je suis rentré dans la Société de Saint-Vincent de Paul il y a 38 ans et sans aucune ambition, soyez-en sûrs. Pourtant, j'avais à l'époque, étant jeune homme, j'avais des ambitions pour mes études, pour ma carrière future, ma profession, mais je ne pense vraiment pas honnêtement par rapport à notre société. Mais ayant adhéré très, très jeune à l'équipe ou la conférence, comme on dit dans notre jargon de Société de Saint-Vincent de Paul, à celle de Saint-Pierre de Chaillot, de la paroisse Saint-Pierre de Chaillot à Paris, j'ai rapidement pris quelques responsabilités qui m'ont été confiées dans cette équipe, et puis ensuite au niveau des jeunes pour la région parisienne, puis ensuite au niveau national également, et enfin au niveau international, mais tout cela au niveau des jeunes. C'était dans le temps, comme on dit. Hélas, les années ont passé depuis, et à l'âge de 37 ans, j'ai été élu président national. Et quelques années plus tard, ayant été connu de mes pairs, des 108 autres présidents de la Société de Saint-Vincent de Paul, puisque nous sommes présents dans 108 pays des 5 continents, que nous représentons à peu près 800 000 membres dans le monde, j'ai été élu à l'occasion d'une des élections pour la présidence internationale de la Société par ces présidents qui, après consultation des équipes de base, donnent leur vote. Donc, vous entrez très jeune à la Société Saint-Vincent de Paul. J'imagine que oui. C'est exceptionnel quand même aujourd'hui que l'on devienne jeune membre de la Société Saint-Vincent de Paul. Enfin, pour moi, je véhicule probablement une image un peu grossière, mais pour moi, la Société Saint-Vincent de Paul, ça regroupe des notables, de gens donc, qui sont arrivés dans la société et qui décident de s'occuper d'œuvres de bienveillance. Je crois que vous avez une vision qui est partiellement exacte, je dirais hélas, par certains côtés, partiellement exacte, mais qui ne reflète pas l'essentiel de la réalité, pour plusieurs raisons. Ces jours-ci, nous tenons à Montréal une assemblée internationale, et la première intervention qui sera faite sera celle d'un garçon d'une douzaine d'années. Car nous avons des équipes de Saint-Vincent de Paul, d'enfants, à partir de 10 ans à peu près, et c'est un animateur de l'une de ces équipes qui prendra, je dirais, le premier la parole après les petits discours d'accueil et d'ouverture d'usage. Nous avons voulu justement lui donner la place d'honneur parce que notre société est née de l'initiative de quelques jeunes et pour des jeunes. Par ailleurs, notre société est présente pour les 2 tiers
dans les pays du tiers-monde. À peu près, je dirais, 60% bien sonné, près des 2 tiers de notre société, se situent dans le tiers-monde, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Et dans ces sections-là, nous avons, non pas exclusivement, bien sûr, mais nous avons énormément de jeunes et de très jeunes. Par ailleurs, en Europe, où cette image à laquelle vous avez fait référence il y a quelques instants, et qui est exacte, que nous n'ignorons absolument pas, on assiste à un renouveau parmi les jeunes. La société attire de plus en plus de jeunes, et notamment au niveau des responsabilités, on assiste à un rajeunissement certain. Il y a quelques années, la présidence de la société dans les pays européens était, je ne dirais pas réservée, mais de fait, elle revenait à des gens d'âge mûr, de la cinquantaine et au-delà. Alors que lorsque j'ai été élu président national il y a un certain nombre d'années, j'avais 37 ans, et mon successeur, n'en avait que 34. Alors j'espère que la tendance s'accentuera et que nous arriverons à une tranche d'âge entre 20 et 30 ans, retrouvant ainsi les origines de notre société. Car la société a été fondée par des jeunes. Exactement. Par qui? Par Frédéric Ozanam et plusieurs compagnons. J'ai dit Frédéric Ozanam, qui n'est pas le fondateur exclusif. Ça n'a pas été fondé par Saint Vincent de Paul. Non, elle n'a pas été fondée par Saint Vincent de Paul, mais placée très rapidement sous le patronage de Saint Vincent de Paul comme un modèle vraiment auquel on devait adhérer. Comme Ozanam le disait, Saint Vincent de Paul n'est pas pour nous comme une enseigne de cabaret, c'est un modèle auquel nous devons adhérer, que nous devons suivre, que nous devons vivre, et il pensait que c'était vraiment l'apôtre de la charité. Mais c'est Ozanam et 6 compagnons qui ont fondé cette société en 1833. Et c'était des laïcs. Et c'était des laïcs. Alors pourquoi se référer à un modèle ecclésiastique? Vous savez, on appelle en France souvent Saint Vincent de Paul Monsieur Vincent, ce qui lui donne peut-être une audience encore plus large. Je crois que ce terme familier de Monsieur Vincent est tout plein de peut-être d'admiration, mais aussi d'affection et de familiarité avec ce saint. Je pense que Saint Vincent de Paul est un de ces hommes universels qui appartiennent à l'humanité, pas simplement à l'Église. Je crois que beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont peut-être même pas croyants, voient en Saint Vincent de Paul ce modèle auquel faisait référence Frédéric Ozanam. Est-ce que pour vous c'est un modèle? Absolument, comme j'allais dire que pour l'État français, qui est un État laïque où il y a la séparation de l'Église et de l'État, et je crois, entre parenthèses, que c'est une excellente chose, eh bien, Saint Vincent de Paul est considéré comme le fondateur de l'assistance publique à Paris. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucune nuance, je dirais, cléricale dans la chose. Et pour moi, personnellement, comme pour tous nos compagnons, il est vraiment le modèle. Alors, nous n'oublions pas notre fondateur principal, Ozanam, qui est une merveilleuse figure du laïcat, car nous tenons beaucoup à cet aspect laïque. Je dirais que nous le défendons, le cas échéant, bec et ongle. Nous sommes fidèles à l'Église. Vous n'êtes pas sous l'empire du clergé, vous n'êtes pas, je ne sais pas, le bras séculier de... Absolument pas. Ce n'est pas le lieu de faire de l'anticléricalisme, et ça n'a jamais été le propos. Je ne le permettrai pas. De la société de Saint Vincent de Paul. Mais nous tenons beaucoup, je dirais que notre vocation dans l'Église, c'est d'être des laïcs au service à la fois de l'Église qui nous inspire, qui nous a donné naissance. Je dirais que c'est vraiment de l'Église que nous sommes nés, et en même temps, nous sommes faits pour servir dans le monde. Et je crois que notre société repose sur ces 2 piliers et qu'elle ne doit jamais en scier l'un ou l'autre. Elle serait totalement en porte-à-faux. Mais il y a dans l'Église des institutions qui sont cléricales, mandatées par la hiérarchie, et il y en a d'autres, comme la Société de Saint Vincent de Paul, qui sont laïques. Et je crois que c'est là son originalité, et il faut y tenir. Est-ce que vous avez une indépendance totale à l'égard du pouvoir ecclésiastique? Absolument, administrativement parlant et financièrement parlant, tout à fait indépendante. Il n'y a aucun prêtre qui soit dans notre, je n'aime pas beaucoup le mot hiérarchie, si vous voulez, mais dans notre organisation au niveau des responsabilités de toutes sortes qu'on peut y tenir. Aucun prêtre. Par contre,
Nous avons de nombreux prêtres, et je fais encore appel à cette assemblée qui aura lieu dans quelques jours, qui s'ouvrira le 13. On y verra beaucoup d'aumôniers, on y verra plusieurs personnalités ecclésiastiques de premier rang, c'est dire notre fidélité, notre adhésion à l'Église. Mais il faut être croyant pour appartenir à la Société Saint-Vincent de Paul. Pas seulement. Nous tenons à notre identité. Donc, notre société est une société catholique, mais ouverte sur l'œcuménisme, c'est-à-dire que nous avons des protestants, des anglicans, des orthodoxes qui en font partie, et ouvert sur les croyants non chrétiens, et je dirais à la limite sur les hommes de bonne volonté qui voudraient partager notre idéal, qui souhaitent servir comme nous les plus pauvres, et non seulement nous n'enfermons pas la porte, mais nous sommes heureux qu'ils viennent dans notre société, nous en sommes fiers, et je dirais que certains d'entre eux découvrent une dimension spirituelle qui leur était dans certains cas étrangère, et c'est là vraiment notre joie que de voir qu'à travers le service des plus pauvres, qui les ont évangélisés, comme on dit, ils ont trouvé une dimension de foi, une dimension spirituelle qu'ils n'avaient pas trouvée. Donc un athée, j'insiste, un athée peut être membre de la Société Saint-Vincent de Paul. Absolument. Tout le monde est le bienvenu, mais je dirais que la limite, c'est de ne pas perdre notre identité. Oui, chez nous, il n'y a pas de marchandage. Pour avoir un athée, eh bien, nous abandonnerons nos pratiques religieuses, notre fidélité à l'Église, notre sens de la prière. Il n'en est pas question. Nous avons une vocation qui est faite à la fois de prière et d'action, de spiritualité et d'engagement social. Ça, nous y tenons. Mais nous partageons avec les autres. Au fond, donc, un membre athée de la Société Saint-Vincent de Paul, c'est un membre mineur. Non, absolument pas. C'est un membre, au contraire, que nous respectons parce que nous considérons que s'il vient à nous, il est l'envoyé du Seigneur et qu'il a quelque chose à nous dire. Il a un message à transmettre. De même, peut-être qu'il peut être réceptif au message que le Seigneur veut donner à travers nos humbles personnes. Et ça, je le dis très sincèrement, nous respectons tout autant, et je dirais que nous devons avoir encore plus de délicatesse et de prévenance vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas notre foi, mais qui partagent notre idée. Alors, dans la Société Saint-Vincent de Paul, si je comprends bien, vous êtes comme le pape dans l'Église. Absolument pas. Non. D'abord, je ne suis pas infaillible. Dites-vous. Non, j'en suis certain, persuadé, et je ne me sens pas une âme de chef. Non, mais enfin, vous êtes... Je me sens une âme d'animateur tout de Oui. même. Ça, il faut le dire. Je suis conscient des responsabilités qui m'ont été confiées, sans aucune fierté. Je n'ai aucune fierté à en tirer, mais avec le sens que je dois remplir cette responsabilité qui est la mienne, que je ne dois pas m'y dérober, que je dois, le cas échéant, je dirais, faire preuve d'autorité à un moment donné, mais je ne dirais pas que ce sont les meilleurs moments de ma vie vincentienne. Les meilleurs moments, c'est quand je m'enrichis au contact des autres. Ça va être durant cette assemblée de retrouver ces centaines de membres du monde entier qui m'apportent tous quelque chose. Est-ce que cette présidence vous prend à plein temps? Maintenant, oui. Je dirais que la tâche est très lourde et que c'est un plein temps actuellement, mais je dirais que je le regrette parce que je pense qu'il est très enrichissant de continuer ces activités de toutes sortes, professionnelles, civiques et autres, en même temps que l'on accomplit cette mission vincentienne. Je crois que c'est très essentiel parce que l'un nourrit l'autre. Et dans l'idée de Zanam et de ses compagnons, des pionniers que nous avons eus, eh bien, il y a cette unité de vie entre l'engagement vincentien, notre vie familiale, notre vie professionnelle, notre vie civique. Et je crois que Zanam a été un merveilleux modèle dans ce sens. Parce que vous avez eu une vie professionnelle. J'ai eu une vie professionnelle qui m'a comblé parce que j'ai eu beaucoup de joies humaines dans cette vie professionnelle. J'ai eu la chance d'avoir des emplois où ce contact personnel m'était donné. Et c'est essentiellement la vocation vincentienne, c'est le contact avec les autres, de toutes sortes, avec les pauvres, pas simplement matériellement, mais aussi pauvres en santé, pauvres en intellect, pauvres en relations, pauvres en toutes sortes de choses. Surtout, ne ramenons pas la pauvreté uniquement à la conception matérielle et financière.
Eh bien, j'ai eu la chance dans mes activités professionnelles d'avoir aussi ce contact avec des gens très différents. Et maintenant, vous êtes devenu un professionnel de l'administration de la charité. Je ne pense pas, parce que si c'était le cas, je crois que je n'aurais qu'à démissionner tout de suite. Mais bien sûr qu'il y a un risque lorsque on a une tâche administrative lourde. Vous voyez, tout, même la coordination de 108 branches nationales est une tâche lourde, qui est délicate, parce qu'il faut à la fois, comme je vous l'ai dit, un minimum d'autorité pour assurer la cohésion et la coordination, et en même temps, il faut aussi énormément de délicatesse pour ne blesser personne, pour ménager des susceptibilités qui sont humaines et qui sont là, qui sont normales, et pour préserver la dignité de chacun, l'indépendance de chacun de ces pays qui a sa manière de faire, qui a ses traditions, son histoire, ses mœurs, tout cela. Je crois que la tâche n'est pas facile. Alors, si on devient un professionnel, certainement c'est au détriment de cette délicatesse et là ce serait très grave. Alors, j'espère que, ça c'est pas à moi à le dire, c'est à mes amis à le juger. J'espère que je n'ai pas trop perdu le deuxième aspect en faveur du premier. Mais si c'était le cas, j'en serais vraiment très démoralisé. Voyez-vous, je viens avec tous mes préjugés, je vous les soumets, je les soumets à votre critique. Alors, un de mes préjugés que j'ai déjà laissé percer tout à l'heure, c'est que pour être membre de la société Saint-Vincent-de-Paul, il fallait être, disons, avoir une certaine aisance, appartenir au monde bourgeois. Et si je ne me trompe pas, d'ailleurs, les fondateurs de la société étaient des bourgeois. Est-ce que ce préjugé est exact? Il l'est partiellement, oui. Je pense que dans tout ce qui peut être dit vis-à-vis d'une institution et qui résulte de l'image qu'elle a pu donner, ne peut être que partiellement vrai. Bon, il ne faut pas le nier, parce que même si c'est un aspect considéré comme négatif, il faut au contraire en être pleinement conscient pour corriger les choses. Mais si vous veniez à notre assemblée, j'espère que vous ferez la joie d'y faire une apparition, eh bien, vous verrez la variété des âges, comme je l'ai dit, vous verrez des hommes et des femmes, car notre société est mixte, et vous verrez des gens de milieux de formation très divers et de conditions vraiment très pauvres. Il a fallu, et c'était un devoir de solidarité, ça n'était pas une charité au sens désuet du mot, il a fallu financer les voyages d'une bonne cinquantaine de délégués. C'est vous dire qu'il n'y avait pas un sou de côté parmi ces délégués pour pouvoir financer ce voyage. C'est vous dire qu'il y a de la pauvreté, grâce à Dieu, dans notre société, et ce sont eux certainement qui sont les plus proches du Seigneur, parce que ce sont eux qui nous évangélisent, comme on a dit tout à l'heure. D'autre part, vous faisiez référence à nos fondateurs. Certains étaient de milieux aisés. Et Frédéric Ozanam, qui est d'une famille bourgeoise d'origine, c'est vrai, était d'une famille dont la situation financière n'était pas florissante. Et Ozanam lui-même a connu des situations proches de la pauvreté, pas de la misère. Il a mangé à sa faim, c'est vrai, mais il n'a vécu non seulement dans aucune opulence, et par nécessité, je dirais par vocation, car c'était un garçon déjà qui était conscient de cette disparité entre riches et pauvres. Ozanam n'a certainement pas été un représentant de cette catégorie dont vous parliez. C'est notre joie, justement, qu'il ait pu connaître ces situations-là parce qu'il savait de quoi il parlait. Mais vous venez d'employer précisément un mot qui fait frémir un certain nombre d'entre nous. Vous venez d'employer le mot de charité. Et aujourd'hui, on préfère parler de justice que de charité. Alors, quel est le langage de la société Saint-Vincent-de-Paul? Quel est le vôtre, Amine de Tarek? Le mien, c'est celui que j'essaye de tirer de l'enseignement de l'Église. Et actuellement, le Saint-Père, c'était déjà vrai du temps de Jean XXIII et de Paul VI, mais aussi et surtout en ce moment de Jean-Paul II, il veut que l'Église, les chrétiens en général, l'Église institution et les associations qui sont des forces vives de cette Église, qui vivent justement dans cette vocation de charité, il veut que nous la réhabilitions. Il est certain que cette charité a été dépréciée, et de par notre faute. Les chrétiens en général, et peut-être plus spécialement certaines associations dites charitables,
comme la Société de Saint-Vincent de Paul. C'est que la charité a toujours un aspect, enfin, peut présenter un aspect de condescendance, de bienveillance, d'aumône, alors que ce que l'on réclame aujourd'hui, c'est l'égalité de tous et de chacun. Eh bien, à mon avis, ce divorce entre l'un et l'autre est dû au fait que la charité, à certains moments, a perdu de vue cette dimension de justice que Jeanne n'avait pas perdue. Il y a des textes de Jeanne qui sont absolument extraordinaires à ce point de vue. Nous avons à portée de main une petite revue que je vous ai apportée qui a été faite à l'occasion de notre 150e anniversaire. Vous parlez du numéro de Fête et Saison. Du numéro de Fête et Saison. Et il y a une citation notamment de Frédéric Ozanam qui est absolument prophétique. Est-ce que j'aurais pu la lire parce que je ne l'ai pas de... Mais essayez de me citer un peu de mémoire, c'est un peu sans la... vous m'aviez prévenu que vous étiez méchant quelquefois. Voilà. Vous l'êtes très gentiment et c'est pour ça qu'on ne vous en veut pas. Mais son propos, c'était que la question qui divisait les hommes de nos jours était davantage une question sociale qu'une question politique. Et que le monde se dirigeait de plus en plus vers un clivage entre riches et pauvres, entre des riches qui en voulaient toujours de plus en plus et des pauvres qui avaient toujours de moins en moins. Et il voyait, il avait cette vision prophétique d'un monde qui, non seulement à l'intérieur des nations, mais je dirais d'une manière cosmique, se divisait entre riches et pauvres. Le tiers-monde en général et les nations industrialisées, qu'elles soient capitalistes ou qu'elles soient du bloc marxiste, du bloc communiste, et qui sont par rapport à ces pays simplement des pays riches aussi. Et il a eu donc cette vision du clivage, et pour lui, la Société de Saint-Vincent de Paul était un des petits, faibles et humbles instruments, mais instruments tout de même, qui devait essayer de combler cette injustice, et qui devait, comme il disait, sinon pour empêcher, au moins pour amortir le choc entre ces deux blocs qu'il appelait d'une part la puissance de l'or et d'autre part la puissance du désespoir. Et il voulait que la société soit là comme un tampon entre les deux, parce qu'il disait cette lutte menace d'être terrible. Mais il a bien raison, hélas, nous le voyons aujourd'hui. Mais vous vous rendez bien compte, et vous l'avez dit vous-même, que vous pouvez à certains moments apparaître impuissant. N'est-ce pas? Est-ce que c'est justement pas aux États, tout au moins, sinon par une révolution, tout au moins par un équilibre plus grand des richesses, il y a une socialisation peut-être de la société, à régler ce genre de problème qui déborde, qui dépasse les individus? Bien sûr, il n'appartient pas à l'Église d'abord, à la Société de Saint-Vincent de Paul, qui n'est encore une fois qu'un humble rouage de cette Église. Il ne lui appartient pas de changer totalement les systèmes et tout, mais il appartient à l'Église, il appartient à la Société de Saint-Vincent de Paul d'être un rappel constant de ces valeurs chrétiennes qui, qu'on le veuille ou pas, continuent à inspirer énormément de personnes à titre individuel, de collectivités et même d'États qui se réfèrent sans le savoir ou tout au moins sans vouloir l'avouer à des valeurs qui sont vraiment les valeurs chrétiennes fondamentales de liberté, de fraternité, de partage. Alors bien sûr que chez nous, le partage a pour nom charité, mais c'est exactement la même chose. Donc nous devons respecter ce devoir de l'État et cette zone pas seulement d'influence, mais je dirais cette zone de travail et d'action de l'État. Mais je pense que nous avons notre mot à dire pour inspirer. Et si vous le permettez, je vais vous donner un exemple de ce que la charité peut faire lorsqu'elle est faite dans un esprit, lorsqu'elle est vécue, je ne dirais même pas pratiquée, lorsqu'elle est vécue dans un esprit de justice. C'est l'exemple de M. Romanet. Si je demandais à un Français aujourd'hui, je faisais un petit sondage dans la rue, en disant « Monsieur, touchez-vous des allocations familiales » ou « Madame », la réponse serait très souvent oui. Et puis je vous demandais si vous savez à qui vous devez, qui est l'inspirateur de cette institution. Et je suis persuadé qu'au moins 99 sur 100, sinon 99,99% des gens ne le sauraient pas. Et au fond, c'est peut-être pas très important. Eh bien, il s'agit justement d'un membre de la Société de Saint-Vincent de Paul du nom d'Émile Romanet.
son histoire est en très brièvement. Très bref, parce que j'ai encore une question à vous poser, il nous reste peu. Et la suivante. Il visitait une famille pauvre, une famille ouvrière, en Dauphiné, dont il était originaire, et il était membre d'une conférence de Grenoble, la conférence Saint-Louis. Et pendant des mois, sinon des années, il apportait un paquet, un peu d'argent, quelque chose, à cette famille. Et un beau jour, il s'est mis à réfléchir de manière un peu plus sérieuse au sort de cette famille en disant « Qu'est-ce que je résous J'apporte un palliatif, c'est tout, mais en aucun cas une solution. » Et il s'est mis à parler de manière très sérieuse avec le chef de famille. Et en parlant, il s'est aperçu qu'une des injustices que vivait quotidiennement ce chef de famille était qu'il touchait le même salaire avec 7 ou 8 enfants que son collègue célibataire. Et ça a été le point de départ d'une illumination pour M. Romanet, qui avait lui-même une petite entreprise, et alors au lieu de battre sa coupe sur la poitrine du voisin, il s'est dit, mais dans ma propre entreprise, je n'y ai pas songé. Comment est-ce possible que je n'ai pas songé à ce que le salaire d'un père de famille chargé d'une famille assez nombreuse soit différencié et soit plus important que celui d'une famille, que d'un célibataire non chargé de famille. Et il a institué dans son entreprise un salaire différentiel suivant la situation de famille. Puis il s'est dit, mais ça, c'est un peu du paternalisme, parce que demain, je peux abandonner la chose et personne ne pourra rien me dire, je suis obligé en rien. Alors il a institutionnalisé la chose et dans le statut du personnel se trouvait le droit à un salaire plus élevé lorsqu'on était chargé de famille. Et ensuite il s'est dit, mais pourquoi simplement dans mon entreprise et pas dans toute la branche d'activité dans laquelle je suis, ma fédération d'industrie. Et il est arrivé à faire adopter pour l'ensemble de cette fédération ce même système. Et puis allant plus loin, il s'est dit, mais pourquoi pas au niveau de la nation tout entière? Et c'est ainsi que Romanet, grâce à des journalistes, mais les journalistes, ça sert tout de même à quelque chose, quelquefois. Parfois, oui, et même ça sert beaucoup. Et grâce à des hommes politiques, ça sert aussi quelquefois. Il est arrivé à faire passer ce merveilleux système des allocations familiales qui est un des grands acquis dans les années 30. Monsieur de Tarazi, je vous remercie. Et moi de même de m'avoir accueilli ici dans ce studio et d'avoir été si bienveillant malgré ce qui nous avait été annoncé que vous pouviez être méchant quelquefois. Merci de tout cœur d'avoir permis de faire passer un petit message. Aujourd'hui à 16h, le magazine La Grande Visite entreprend sa seconde saison